Une négociation, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de ton interlocuteur, d'un moment, de ce que tu négocies. Enfin, ça dépend de tellement de facteurs que tu peux pas appliquer une théorie à une négociation. C'est-à-dire que toi, t'as pas de assez schéma de compliqué. répétition, par exemple, aujourd'hui, tu vois, on pourrait se dire, il faut que tu fais de la négo tout le temps. D'ailleurs, avant même de venir là t'asseoir dans le siège, t'étais sur une négo, et c'est jamais la même en fait. C'est pas que c'est jamais la même. Je pense qu'après, on a tous nos tips, on a tous notre façon de négocier, notre façon d'approcher la négociation, ça c'est sûr. On est un peu, même si on essaye de changer en fonction de l'interlocuteur qu'on a en face, on va peut-être s'adapter. Mais je pense qu'on a quand même tous un peu un profil de négociateur. De là à y appliquer des théories, je pense que c'est un petit peu compliqué. Ouais, j'étais en négociation avant, moi. Du coup, c'est marrant parce que je me disais, j'ai le podcast derrière où je vais raconter des trucs sur la négo, faut peut-être que je les applique maintenant. Je pense qu'on a différents profils qui sont aussi dus à notre personnalité. On apprend des choses à l'école, mais la négociation, en fait, ça s'apprend. Ça se pratique. Ça se pratique. On la pratique tout le temps, sans s'en rendre compte. Moi, les premières négociations que j'ai faites, c'est pas en étant une acheteuse. Ça va être négocier avec mes parents à l'époque pour mon premier téléphone portable. Pour moi, la négociation, on en a tout le temps, partout. C'est-à-dire que Milena d'il y a 5 ans négocie pas comme Milena aujourd'hui. Je vais pas te mentir, en bon acheteur que je suis, la première chose que je vais regarder c'est le prix. Je dis pas que je vais me focaliser que sur le prix, pas du tout. Mais si tu me demandes la première chose lorsque j'ouvre une offre au fournisseur, c'est le prix. Je vais regarder le prix et à partir de là... Bonjour à tous, bienvenue dans Aux Commandes. Je m'appelle Maxime, ça fait plus de 15 ans que je vends en B2B et aujourd'hui j'ai décidé de passer de l'autre côté. Ici, on va explorer les coulisses des achats, les stratégies de dépenses des entreprises, là où la finance et le business se rejoignent. Pour ce premier épisode, je suis super content d'accueillir une négociatrice chevronnée, Milena Reyes. Hello Milena. Hello bienvenue. Maxime. Ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui pour ce Moi premier aussi. épisode. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter et nous expliquer un peu ton parcours justement dans les achats ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Milena Reyes, j'ai 31 ans, je viens de Lyon. Je suis dans les achats depuis bientôt 8 ans. J'ai commencé directement dans les achats pendant mes stages. J'ai fait un parcours assez international. J'ai fait un stage au Mexique notamment, en grande distrie dans les achats. Après, je suis rentrée dans un grand groupe pharmaceutique qui s'appelle Novartis. J'étais plutôt sur de l'achat indirect, corporate et marketing. J'ai décidé ensuite de rentrer dans le conseil, parce que l'idée, c'était de toucher à différentes industries, à différents types d'achats. Et finalement, quand tu es jeune, que tu sors d'études, pour tes premières expériences, le conseil est assez intéressant parce que ça te permet justement d'avoir plusieurs missions et donc plusieurs industries, plusieurs types d'achats, de savoir ce que tu veux faire, pas faire, ce que tu ne sais pas forcément en sortant d'études. Donc, je suis rentrée dans un cabinet de conseil pendant 2 ans, où j'ai travaillé encore une fois pour des gros groupes. Je travaillé pour Danone, je travaille pour L'Oréal, je travaille pour Clarins, j'ai travaillé dans le public aussi pour le département du Rhône. Et à l'issue de ces 2 ans, je suis rentrée chez Boncoin, donc en 2020, juste avant le Covid, juste avant le changement du monde. Et je suis chez Le Boncoin depuis bientôt 5 ans. Et depuis 2 ans, j'ai rejoint le groupe, la holding qui détient Le Boncoin, qui s'appelle Adevinta, et d'autres marketplaces équivalentes en Europe. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton rôle justement aujourd'hui chez Adevinta, Le Boncoin, et comment tu te décrirais aujourd'hui à des gens qui connaissent pas les achats, ton métier en fait, et ce que tu fais ? Alors moi, je suis rentrée chez Le Boncoin en tant qu'acheteuse marketing et communication. J'ai ensuite évolué, j'ai pris tout le périmètre publicité, puis le périmètre, ce qu'on appelle les achats plus directs chez nous, qui sont les achats liés aux produits. J'ai ensuite pris la direction des achats du Boncoin. Et là, depuis 2 ans, j'ai rejoint le groupe Adevinta, puisqu'on a eu toute une stratégie de centralisation et de globalisation de la fonction achat. Et donc, je suis ce qu'on appelle Global Procurement Manager en anglais, pour 2 catégories bien spécifiques qui sont ce qu'on va appeler chez nous la transaction. C'est tout ce qui est lié à la transaction sur nos marketplaces. Donc, aussi bien la partie paiement que la partie shipping et tout ce qui est lié aux enjeux de service client. Donc, ça peut être aussi bien du service client comme on le connaît, email, et téléphone, etc., comme tout ce qui est modération, gestion de la fraude, des litiges, etc. Donc, j'ai ces 2 aspects-là qui sont pour nous de l'achat direct, puisque c'est directement lié à notre produit,
qui est la mise en relation des utilisateurs. Et qui... donc c'est on va appeler ça des achats directs parce que c'est du... Ouais, on va peut-être préciser justement pour les gens qui nous écoutent, qui ne sont pas tous dans le milieu des achats. Quand on va parler d'achats directs, c'est vraiment des achats qui sont liés à la production ou à l'outil de production, alors que les indirects, c'est tout ce qui va toucher finalement, tout ce qui va être hors production au final. Donc toi, à la base, plutôt sur direct, mais finalement, tu as eu un peu aussi les deux expériences. Dans le corporate, tu étais aussi sur l'indirect. J'ai fait beaucoup d'indirects, j'ai fait presque que de l'indirect, jusqu'à arriver chez Boncoin, et en étant sur cette partie un peu plus liée au produit. Mais en effet, les achats indirects vont en général être à peu près les mêmes d'une entreprise à une autre, puisque ça touche au fonctionnement de l'entreprise. Ouais. Quand l'achat direct va être très dépendant de l'activité de l'entreprise, finalement. Okay. Tu as une préférence, toi, pour l'un ou l'autre ? Je dirais que l'achat indirect est intéressant. Après, il y a différentes catégories dans l'achat indirect. L'achat direct a un côté parfois un peu plus stratégique, puisque tu touches directement à l'activité de l'entreprise. Donc, tu peux avoir ce côté un peu plus stratégique ou un peu plus regardé par la direction ou avec des enjeux parfois plus forts, notamment sur la partie prix. Là où l'indirect aura peut-être moins d'impact. Le direct, on va être vraiment très concentré sur la partie prix, qualité, etc. Puisque ça touche à l'activité de l'entreprise directement. Ok. Comment t'en es arrivé là, du coup ? Comment t'es passé aussi un peu des gros corporates à finalement une boîte qui était une boîte plus tech, qui est aujourd'hui une grosse boîte tech. Quelle a été la transition un peu ? Qu'est-ce qui t'a amené à arriver chez Le Bon Coin ? Moi, comme je disais, j'étais dans le conseil, donc j'avais vu plusieurs industries. Forcément, quand on sort d'études, en tout cas à mon époque, on était très attirés. C'était pas encore vraiment les startups, etc. Donc on était tous très attirés par les grands groupes, en étant peut-être une fille par le luxe ou par ce genre de choses. Donc oui, les L'Oréal, etc. faisaient rêver. Le conseil m'a permis de passer par ces entreprises, voir ce qu'il était possible d'y faire. Ce qui m'a attiré chez Le Bon Coin, moi, c'est que c'était une création de fonction. Mon boss de l'époque venait de créer la direction achat, donc il y avait tout à faire. C'est ça, moi, qui m'a attirée dans un premier temps. Et j'ai découvert le monde de la tech, que je connaissais absolument pas. Le monde des startups, même si Le Bon Coin n'était déjà plus une startup, mais gardait cet état d'esprit et cette ambiance. Donc, c'est ce qui m'a attirée, puisque je l'ai vu dès les entretiens d'embauche, dès les missions. Il y avait tout à faire. Donc, rien n'était fait, il y avait tout à faire, tout à créer. Donc, c'est ça qui m'a attirée de base. Ok. Avec toi, aujourd'hui, comme tu le sais, j'aimerais qu'on parle un peu de la partie, qu'on s'attarde particulièrement sur la partie de la négo. Moi, c'est ce qui m'a aussi poussé à créer ce podcast, c'est que pendant de nombreuses années, et je suis toujours d'ailleurs un vendeur, en fait. J'ai managé des équipes de vente. J'ai eu en face de moi des acheteurs B2B, pas forcément d'ailleurs que des acheteurs pro comme toi, mais tout type d'acheteurs. Et je me suis toujours demandé, justement, aujourd'hui, toi, quelle est ta vision un peu sur la négo ? Déjà, où est-ce que tu as appris la négo ? Enfin, aujourd'hui, on entend beaucoup la négociation avec les écoles de commerce, les formations, etc. Mais il n'y a pas véritablement aujourd'hui, j'ai l'impression, de vraies formations achats. Il y a beaucoup de gens qui arrivent dans les achats comme ça, qui ont des parcours assez différents. Toi, comment tu as appris la négociation ? Est-ce que tu aimes ça ? Et comment tu as développé justement tes skills en négo ? Alors, la négociation, moi, j'ai fait une école de commerce. Donc, comme tu disais, c'est vrai qu'on a des cours de négociation internationale, etc. Je ne pense pas avoir appris la négociation à l'école. J'ai appris des théories, du vocabulaire, les BATNA, les OPA, tout ce type de vocabulaire et ces grandes théories qu'on t'apprend, qui pour moi, c'est bien de les avoir en tête, mais ça ne te fera pas être un bon négociateur. Parce que déjà, une négociation, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de ton interlocuteur, d'un moment, de ce que tu négocies. Enfin, ça dépend de tellement de facteurs que tu ne peux pas appliquer une théorie à une négociation. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas de schéma de répétition, par exemple, aujourd'hui, tu vois, on pourrait se dire, vu que tu fais de la négo tout le temps, d'ailleurs, avant même de venir là t'asseoir dans le siège, tu étais sur une négo, et c'est jamais la même, en fait ? C'est pas que c'est jamais la même. Je pense qu'après, on a tous nos tips, on a tous notre façon de négocier, notre façon d'approcher la négociation, ça c'est sûr. On est un peu, même si on essaye de changer en fonction de l'interlocuteur qu'on a en face, on va peut-être s'adapter. Mais je pense qu'on a quand même tous un peu un profil de négociateur. Mais de là à y appliquer des théories, je pense que c'est un petit peu compliqué. J'étais en négociation avant. Moi,
du coup, c'est marrant parce que je me disais, j'ai le podcast derrière où je vais raconter des trucs sur la négo, il faut peut-être que je les applique maintenant. Donc, je pense qu'on a différents profils qui sont aussi dus à notre personnalité. On apprend des choses à l'école, mais la négociation, en fait, ça s'apprend. Ça se pratique ? Ça se pratique. C'est-à-dire que Milena d'il y a 5 ans ne négocie pas comme Milena aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'apprennent. La négociation, je pense qu'on la pratique tout le temps, sans s'en rendre compte. Moi, les premières négociations que j'ai faites, c'est pas en étant une acheteuse. Ça va être négocier avec mes parents à l'époque pour mon premier téléphone portable, mon couvre-feu, ce genre de choses. Enfin, je me rappelle, en plus, je préparais mes négos, je préparais mes arguments. Je me disais, qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire pour qu'ils me disent oui. Enfin, on était déjà dans... Mais c'est des choses qu'on fait sans forcément se rendre compte. Donc, en fait, pour moi, la négociation, on en a tout le temps, partout. Après, là où je pense, moi, en tant qu'acheteuse, vraiment, si on doit concrétiser des négos, je me suis vraiment réellement formée à la négo en rentrant chez Le Bon Coin. Notamment grâce à mon ancien boss, qui s'appelle Éric Bourgeois, que je salue, qui était pour moi, et qui est toujours un mentor, et notamment sur les aspects négo, parce qu'il est trop fort. Et il m'a beaucoup appris. Et il m'a beaucoup appris parce qu'on a aussi beaucoup pratiqué. C'est-à-dire qu'on est arrivé chez Le Bon Coin, il y avait tout à négocier. Autant d'un point de vue externe, c'est-à-dire qu'il fallait reprendre tous les contrats et repartir avec un bâton de pèlerin, négocier avec tous nos fournisseurs. Mais il y avait aussi toute une négociation interne à faire, parce que le service était tout nouveau. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que les achats, à quoi ça sert, quelle est la valeur qu'on a. Ils ont tendance souvent à nous assimiler avec la finance ou le contrôle de gestion, qui ont un petit peu de contrôle sur le budget, quand les achats n'en ont pas du tout. Du coup, on avait toute une négociation interne à faire. C'est-à-dire négocier en interne, prouver notre valeur auprès de la direction, auprès des équipes, être intégré, négocier tous les jours avec les gens en interne pour leur dire intégrez-nous au bon moment, laissez-nous faire notre travail, entre guillemets. Donc, il y avait vraiment cet aspect négo interne que je n'avais pas forcément eu dans des gros groupes parce que les services achats étaient là depuis des années. Les process étaient très clairs. Donc, tout le monde savait à peu près ce qu'il devait faire. Là, quand tu arrives dans une start-up dans laquelle on vient de mettre un service achat, tu as toute une partie éducation en fait, de tes stakeholders internes à faire, plus toute une partie négo parce que y a plein de choses à faire qui n'ont pas été faites depuis des années. C'est intéressant cette partie, on va y revenir, mais juste pour revenir vraiment sur le premier sujet de la négo, quand tu disais la Milena d'il y a 5 ans négociait pas de la même façon que la Milena d'aujourd'hui. Si demain justement tu croisais la Milena d'il y a 5 ans, ce serait quoi les conseils que tu lui donnerais pour justement se perfectionner en négo? Tu parles pas mal de préparation apparemment, donc ça m'intéresse, tu vois, de comprendre qu'est-ce que tu vas préparer. Est-ce que c'est quand tu arrives face à un fournisseur que tu vas devoir checker les choses? Est-ce que c'est vraiment plutôt sur la partie humain, devoir jauger quel être humain tu as en face de toi? Parce qu'avant tout, c'est quand même ces échanges-là aussi, c'est des émotions, etc. C'est une partie dont on avait déjà pas mal parlé ensemble. Donc ce serait quoi les conseils que tu lui donnes, ou en tout cas comment tu guiderais, comment tu formerais d'ailleurs toi aujourd'hui, si justement tu prenais le rôle de ton mentor et que tu accompagnais quelqu'un? Je pense que tu parlais de préparation. Pour moi, une des premières étapes d'une négo, c'est de la préparer. En fait, je suis allée dans des négos sans les préparer, j'ai vu le résultat. Tu as besoin, quelque part, de te préparer. Tu peux pas te lancer dans une négo sans savoir ce que tu veux. Parce qu'en fait, la première étape d'une négociation, c'est savoir clairement, toi, ce que tu veux. Que tu sois vendeur ou acheteur, il faut que tu saches ce que tu vas aller négocier. Donc, il faut que tu le prépares, que tu prépares peut-être ce que la partie adverse aura à négocier, que tu sois préparé à plusieurs éventualités, que en fonction de tes objectifs, savoir ce que toi, tu es prêt à accepter aussi. Donc, il y a tout un tas de choses à préparer. Si tu es plus junior, peut-être te faire une trame réelle. Après, avec la pratique, les choses sont un peu plus faciles, donc tu as peut-être moins besoin de te préparer. Mais moi, je sais que quelques premières négos que j'ai faites, je préparais ma trame, où je disais, là, je vais leur dire ça, là, je vais leur dire ça, là, je vais leur dire ça. Maintenant, peut-être pas autant, mais en tout cas, il faut vraiment être bien préparé. Le deuxième conseil, je pense que c'est de prendre son téléphone. Les négociations par email, ça ne marche pas. Parce que la partie adverse, c'est très facile pour elle de te dire non par email. Par téléphone, c'est un peu plus compliqué. Donc moi, mon conseil, c'est... Maintenant, il y a des gens qui travaillent en remote, donc on ne peut pas forcément se voir. Mais en tout cas, prévoir un call, appeler, prendre son téléphone. Si tu as quelque chose à négocier, tu prends ton téléphone. Tu n'envoies pas un mail en faisant une demande.
ça pourra aboutir. Hein. Il y a des gens qui arrivent très bien à négocier par email. Je suis pas sûre que ce soit forcément le même moyen. Et je pense que les 2 autres tips, ça serait peut-être de savoir écouter, prendre le temps d'écouter. Parce que parfois, on a tendance à savoir ce qu'on veut, à savoir ce qu'on veut dire. Il y a certains acheteurs aussi parfois qui arrivent un peu avec une position de force, alors que c'est pas forcément le cas. Et du coup, avec cette position de force, ils arrivent en sachant ce qu'ils veulent dire, ils n'écoutent pas forcément ce que la personne en face dit. Ne jamais couper la parole, ça c'est pour moi, c'est au-delà d'être impoli, ça ne va pas dans le sens d'une écoute et d'une discussion. Donc vraiment, l'écoute active, parce qu'en écoutant, on apprend plein de choses, on a plein d'informations et on aura plus d'informations sur les attentes, donc on pourra potentiellement y répondre de la meilleure manière et aller dans une négociation et d'un résultat positif plus rapidement. Et le dernier, je pense que c'est la gestion des émotions qui est importante en négociation. Pour moi, c'est les... Ok, on va creuser ça justement après aussi, c'est intéressant. Et tu vois, moi, c'est marrant que tu évoques ça parce que justement, de ma fenêtre de vendeur, j'ai toujours halluciné de voir, tu vois, des boîtes qui en face de moi jouaient un peu le côté bras de fer, tu vois, faisaient monter justement des managers, le CEO de la boîte pour une négo, en mode, bah, la dernière étape, il y a notre CEO qui est là et qui est très bon négociateur, enfin, tu vois, qui me mettait un peu la pression. Et en fait, j'ai toujours été vraiment amusé en tant que vendeur en me disant, mais est-ce qu'il y a vraiment des gens qui croient encore que la négo, c'est justement gueuler sur les gens, avoir ce rapport tout de suite client, presque agressif en fait. Là où en fait, moi, avec mes yeux de vendeur, j'ai toujours vu ça comme des signaux d'achat très forts en fait. C'est-à-dire, je me dis en fait, ils sont pas intéressés ou c'est trop cher ou je sais pas quoi, mais ils me ramènent toute la cavalerie pour discuter quoi. Donc tu vois, il y a ces choses-là où c'est là où je trouve parfois que tu as vraiment une asymétrie dans la relation acheteur-vendeur et des décalages encore, de par, je pense, la méconnaissance du métier des achats. Et c'est pour ça, justement, qu'on a lancé cette démarche aujourd'hui pour essayer de lever le voile un peu là-dessus. Mais toi, justement, quand tu parlais des gens qui jouaient des rôles en face de toi, est-ce que, justement, tu vois ce que je te dis là, c'est-à-dire des gens, à l'inverse, même des vendeurs qui vont être un peu hautains. Tu vois, quel est aussi par rapport au fait d'être une femme, tu vois, dans ces métiers-là, où tu peux avoir du rapport de force, est-ce que ça a été une difficulté pour toi ? Est-ce que ça change rien ? Est-ce que l'importance de ta marque aussi va jouer ? Tu as une marque forte, est-ce que tu es plus puissante ? Je ne sais pas comment ça te fait réagir ces choses-là. Alors, je pense dans ce que tu as dit, il y a plusieurs points. Le premier point, c'est ce que je te disais au début, je pense qu'il y a des profils d'acheteurs comme il y a des profils de vendeurs. Donc, il y a des gens qui ont des manières d'aborder la négociation avec leur profil. Donc, je sais qu'il y a des profils d'acheteurs qui arrivent en position de force, en voulant s'imposer. Ça peut aussi aider en fonction du type d'entreprise pour laquelle tu travailles. Ce que tu disais, est-ce que ta marque peut t'aider ? Oui. Je sais que parfois, tu peux aussi avoir un profil de vendeur ou d'acheteur qui dépend aussi de la marque pour laquelle tu travailles. Je sais que Le Bon Coin, c'est une marque hyper cool, qui est aimée des Français. Ouais, qui est connue du grand public. Exactement. Toute l'ambiance d'entreprise est comme ça. C'est ce qu'on dit, même si on a quand même une taille d'entreprise assez importante aujourd'hui, on a essayé de garder cette ambiance start-up, etc. Et du coup, je pense que ça se communique aussi dans notre façon de travailler avec les fournisseurs. Quand je le vois, les équipes... parce que moi, je peux gérer les négociations, mais parfois mes équipes business ou marketing ou PNT bossent direct avec les fournisseurs. Et on est toujours dans une ambiance un peu partenariat, etc. Pas dans un bras de fer, mais parce que je pense que ça vient aussi de l'ambiance de la boîte. C'est-à-dire que la culture d'entreprise, en fait, la culture d'entreprise elle peut même finalement se ressentir dans les négos de la boîte, quoi. Ouais, j'en suis persuadée. Et la taille d'entreprise aussi joue. Si tu arrives avec les acheteurs de gros groupes, parfois vont peut-être être un peu plus poussifs parce qu'ils arrivent avec une force, avec des volumes, avec des montants d'achat qui sont pas les mêmes qu'une petite boîte. Donc il y a peut-être un jeu il y a des relations de domination un peu. Pas de domination, mais peut-être des relations de force qui sont un petit peu différentes. Et sur le point d'être une femme, comme je te le dis, en étant chez Le Bon Coin et avec cette culture de boîte, on a des fournisseurs en général qui vont avec nous. C'est-à-dire qu'on va pas aller on va quand même choisir nos fournisseurs comme il le faut. Enfin, pour aller en fonction de notre culture, nos valeurs, notre éthique.
Donc forcément, en général, les fournisseurs recrutent des commerciaux qui vont aussi dans leur culture. Ouais. Donc j'ai jamais eu de... J'ai des commerciaux qui sont un peu vieux de la vieille et qui, en plus, moi je suis toute petite, on dirait que j'ai une tête d'enfant et en plus je suis une femme. Ouais, ce que je te disais, être une femme, ça pourrait être jeune, ça pourrait être... En effet, voilà, donc parfois j'ai pu avoir un peu sentiment de il me prend pour la stagiaire, mais bon, au final, quand ils se rendent vite compte de qui prend les décisions, qui a un impact dans la discussion. Donc après, je pense qu'il faut pas prendre personnellement, c'est pas grave, il veut me traiter comme ça, voilà. Après, si tu restes focus sur ta négociation, ce que tu as besoin d'obtenir, tes objectifs, etc., ils se rendent vite compte que, en fait, peut-être que c'est pas tant que ça la stagiaire et que peut-être que je la prenne un peu plus au sérieux que ce que je l'ai fait au début. Mais franchement, ça m'est pas beaucoup arrivé. Ok. Et sur la partie justement émotion, aujourd'hui, est-ce que finalement ta personnalité ou Milena, je sais pas, dans la vie perso, c'est la même que justement quand tu fais une négo avec une grosse boîte et que tu as des enjeux? Est-ce que tu mets une séparation entre les deux pour pas justement qu'il y ait, tu vois, un rapport biaisé, alors de séduction, je parle pas de drague, mais tu vois, où forcément quelqu'un va être sympa par exemple, donc tu vas avoir envie d'être peut-être plus, open, ou en effet de te faire séduire peut-être par la marque, tu vois, avoir des choses qui vont te sortir un peu le radar que tu utilises pour gérer ta négo. Comment tu fais la part des choses? Et est-ce que est-ce que toi-même tu crées des personnages en fait en fonction des gens que tu as en face de toi? Alors je pense qu'on est tous influencés par notre personnalité. Les gens qui arrivent à complètement sortir de leur personnalité et ne pas prendre en compte leur personnalité pour entrer dans une négociation ou pour tout type de discussion, je pense que c'est compliqué. En revanche, je pense que la maîtrise des émotions dans la négociation, c'est clé. Je pense qu'il est très important de maîtriser ses émotions, de rester... je lisais un livre sur la négo qui disait qu'il faut aller prendre une voix d'animateur télé ou d'animateur radio de nuit. Tu sais, rester sur un ton hyper neutre. On n'est pas forcément obligé d'aller jusque-là. On peut mettre un peu de sa personnalité, mais je pense qu'il est hyper important de se détacher des émotions, de rien prendre personnellement. Moi, il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Les 4 accords Toltec. Et il y a un des accords qui dit ne rien prendre personnellement. Je pense que dans la négociation, c'est clé. Pourquoi? Parce que tu peux être déstabilisé? Parce que tu peux être déstabilisé par quelqu'un qui, justement, cherche à te déstabiliser. Quelqu'un qui peut s'énerver en face de toi. Quelqu'un qui peut te dire des choses que tu n'as pas envie d'entendre. Quelqu'un qui peut... ou, par exemple, la chose tout bête. Toi, tu viens en négo seul et en face, ils arrivent à 4. Tu peux te dire, ça va peut-être me déstabiliser, ces choses comme ça. Ou un peu des jeux de... Parfois, il y a des gens qui arrivent pour jouer un peu avec les émotions dans la négo. Plus tu sors de tes émotions, plus tu les maîtrises, mieux ça se passera. Et en plus de ça, je pense qu'il y a un côté important dans la négo. Et c'est encore une fois Eric qui me disait, parce que quand je suis arrivée chez Bon Coin, j'étais un peu plus jeune. Parfois, je me laissais un peu intimider. Ou il me disait, tu rentres dans cette négociation, tu n'es pas Milena Reyes. Tu es le personnage que tu auras décidé de jouer. Alors, personnage, tout est relatif. Ouais, j'étais acheteuse chez Le Bon Coin, j'étais pas... Ouais. Mais voilà, on faisait un peu des jeux de rôle aussi parfois. Il me disait, toi, sois gentil, et puis moi, je vais faire le méchant derrière. Ou, voilà, on arrivait un peu avec des rôles où... voilà, il faut se détacher de tous les sentiments ou les émotions qu'on peut avoir. Ou, je sais pas, s'il y a des gens qui sont susceptibles, il faut pas être susceptible dans une négociation. C'est pas le but. Donc, c'est vraiment... se dire, je rentre dans cette négo avec aujourd'hui, je serai Milena Reyes, telle personne. Et voilà, on rentre pas avec sa personnalité, ses émotions et son ressenti. On rentre avec ses objectifs, sa négociation bien préparée. Et voilà, si on a envie de jouer un rôle un petit peu particulier en fonction de la négo et du contexte, on rentre dans ce rôle-là. Mais il faut vraiment se détacher 100% de ses émotions. Par rapport au contexte de l'interne que tu évoquais tout à l'heure, ça aussi c'est assez intéressant parce que on voit que alors il y a des degrés de maturité achats dans les entreprises qui sont très très différents. Il y a beaucoup de pédagogie en effet à avoir, tu l'évoquais par exemple dans la tech où c'est des métiers qui sont assez nouveaux, mais c'est le cas aussi dans des PME et dans plein d'autres types d'entreprises. Comment tu arrives à fédérer les gens autour justement de ce sujet, à leur expliquer ce que vous faites et à être dans la boucle en fait? Moi j'ai souvent vu aussi dans certains contextes où les acheteurs justement n'étaient pas forcément
positionner en business partner, arriver un peu en fin de course, c'était pas inclus en amont des processus de décision. Je sais pas si c'est des sujets qui te parlent, pour C'est le coup, tout que à tu as fait déjà vu. Et en gros, aujourd'hui, comment, alors que ce soit chez Le Bon Coin ou ailleurs, en fait, pour toi, c'est quoi le bon mode de collaboration pour apporter de la valeur et que les gens fassent appel à toi, en fait? Bah, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Le plus simple, c'est de leur montrer que tu leur apportes de la valeur. Donc, tu vois, nous, chez Le Bon Coin, par exemple, pour montrer qu'on apportait de la valeur, bah, on allait négocier pour eux, on négociait bien et on leur revenait vers eux en leur disant, bah voilà, t'as gagné 20K, t'as gagné 200K, t'as gagné... Et ce budget-là, tu vas pouvoir l'utiliser pour faire autre chose. C'est forcément de l'argent à chaque fois? Ça peut être de l'argent, mais ça peut être, bah voilà, je t'ai ajouté, t'avais pris 20 licences, bah maintenant t'en as 50 pour le même prix. Ou t'avais pris cette licence-là, t'avais pris la basique, et bah pour le même prix, t'as la 100% plus avec IA intégrée. Tu vois, c'est des choses comme ça où si tu leur montres pas la valeur, si tu leur rajoutes que des contraintes et pas, ils n'y voient pas leurs avantages. Tout le monde cherche un avantage dans tous les cas, dans tous les domaines de la vie, je pense. Si tu leur montres que tu leur crées de la valeur, que tu les aides, que peut-être que tu leur retires un peu de travail, que tu leur facilites la vie, ils t'appellent. Moi, j'ai des exemples au début, par exemple, si on reprend un peu peut-être les populations tech qui n'avaient pas forcément ce réflexe de négo, le business, c'est pas leur cœur de métier. Donc, au début, pour se faire intégrer dans les discussions et qu'ils n'aillent pas acheter, je sais pas, leur licence ou leur truc de leur côté et qu'ils comprennent, c'était compliqué parce que c'est vraiment pas leur domaine. Et une négo, deux négo, trois négo où tu leur apportes des sous. Après, tu as le CTO qui te contacte et qui dit aide-moi, j'ai ça, aide-moi, j'ai ça, aide-moi, j'ai ça. Mais pour moi, la seule façon, tu peux éduquer, tu peux créer des points, des réunions, des meetings, tout ce que tu veux. La seule façon pour toi d'être vraiment intégré et qu'ils comprennent ta valeur, c'est de leur apporter de la valeur. Ok. Est-ce qu'eux, à l'inverse, sont amenés à t'aider? Parce que j'imagine que parfois, tu arrives dans des négos où tu as des aspects techniques, ou c'est des trucs où tu connais rien du tout. Surtout toi, en vue de ton parcours, j'imagine que tu as souvent été dans des négos où c'est des trucs que tu maîtrisais pas du tout. À quel moment, justement, à l'inverse, les métiers peuvent être justement une aide? Quand est-ce que tu les fais rentrer dans la boucle? Est-ce que tu y rentres forcément dans la boucle ou pas? Comment ça se passe à ce niveau-là? Chez Le Bon Coin, du coup, on parlait des différentes tailles d'entreprises et des différents peut-être types d'acheteurs. Chez Le Bon Coin, on est des acheteurs, ce qu'on va appeler peut-être généralistes, c'est-à-dire qu'on va toucher à tout. Moi, quand j'étais chez Le Bon Coin, je pouvais acheter en une journée des prestations de jardinage pour nos bureaux, puis des prestations de service client, puis une agence d'influence pour avoir les dernières influenceuses du moment. Donc, je passais de conversations complètement différentes. Parfois, je n'y connaissais rien. Quand j'allais acheter de la licence ou des choses hyper techniques, je n'y connaissais rien. Moi, chez Le Bon Coin, je reposais 100% sur le business. Vraiment, on travaillait en binôme complètement avec le business, parfois avec d'autres équipes. Mais le demandeur ou le business owner, comme on appelle ça, le demandeur de la prestation ou du service ou du produit, on travaillait 100% et moi, je me reposais 100% sur eux pour toute la connaissance technique, toute l'expertise. Moi, je les accompagnais sur les aspects négociation, business, etc. Mais sur la partie expertise, choix de la prestation, qualité, etc., 100% sur eux. C'est-à-dire que toi, à aucun moment, en fait, tu vas orienter le choix. Tu vois, par exemple, si l'équipe, en fait, a choisi un outil, tu vas pas venir challenger ça. C'est qu'au contraire, tu dois tout faire pour qu'ils puissent l'obtenir dans les meilleures conditions, etc. Et est-ce qu'il y a des moments où, justement, tu es obligé de mettre un stop, où tu te rends compte que ça va pas être possible et tu vas les orienter sur autre chose parce que tu t'es fait contacter par des commerciaux concurrents, ce genre de choses? C'est des configs qui arrivent, ça, ou pas forcément? Je vais pas mettre un stop. Je peux leur recommander, leur dire, écoute, moi, ma reco, c'est pas forcément ça. Peut-être qu'il offre ce service, mais je suis pas sûre qu'il le délivre correctement. Je suis pas sûre qu'il ait les équipes pour te le faire correctement. Enfin, on peut te faire toutes sortes de recommandations. Après, ce sur quoi on insiste, c'est que les business owners sont aussi les détenteurs de leur budget. Ouais. C'est leur argent. Ils font ce qu'ils veulent. Nous, on va les conseiller. On va leur apporter l'expertise du coup achat. Mais sur l'expertise métier, c'est eux à 100%. Et moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu chez Le Bon Coin aussi, parce que je travaillais énormément avec le business. Moi, j'apprenais des choses tous les jours. Et j'apprends encore aujourd'hui des choses tous les jours. C'est-à-dire que sur la tech, en l'espace de 5 ans, si tu me demandes à la Miena d'il y a 5 ans et celle d'aujourd'hui, j'en connais
bien plus et sur tout type de sujet, parce que le fait de travailler toujours en binôme comme ça avec un expert métier d'un métier que tu ne connais pas du tout, c'est hyper intéressant, enrichissant, et c'est une manière de travailler qui m'a beaucoup plu. Ok. Pour revenir un peu justement encore une fois sur ce sujet de la négo, est-ce que justement quand tu te retrouves face à un fournisseur où il y a par exemple une tension sur ce fournisseur, où tu sais que par exemple il n'y en a pas 10 000, c'est celui-là, tu as un rapport de force du coup côté fournisseur qui est assez fort, est-ce que ça change un peu ton état d'esprit, ton approche? Est-ce que c'est des négos qui sont du coup plus touchy? Enfin, j'imagine que oui, du coup. Est-ce que tu as, je sais pas, des exemples en tête, ou est-ce que toi, c'est quelque chose que tu es amené à gérer différemment? Est-ce que ça change pas grand-chose? Si ça change, tu as forcément une négociation un peu, comme tu disais, un peu plus touchy. Tu vas peut-être inclure plus de personnes, tu vas peut-être te préparer davantage. Je pense que moi, de mon côté, et mon expérience par exemple aujourd'hui, je vais pas appeler ça des négociations plus touchy, mais là où je vais le voir, c'est sur des fournisseurs qui vont être plutôt des partenaires avec des fournisseurs, sur lesquels on a vraiment des gros enjeux, puisque ça touche directement à notre produit, ça touche directement à nos utilisateurs et à l'usage qu'ils font du Bon Coin. Donc là-dessus, on va être vraiment sur des stratégies de partenariat qui vont se gérer un petit peu différent d'un fournisseur sur lequel voilà, on va juste faire une commande ou ça va être un peu plus Donc c'est que basique. tu crées de la relation plutôt. Il faut créer de la relation, Ouais. il faut suivre la prestation, il faut faire ce qu'on appelle basiquement des business reviews plus souvent. On a vraiment un suivi de la relation poussé. Moi, j'ai des fournisseurs avec lesquels je suis au téléphone tous les jours. Et parfois, j'ai des trucs à négocier tout le temps. Mais parce qu'on a plein de sujets qui arrivent, parce que c'est un partenariat qui est hyper stratégique, parce qu'il peut y avoir des couacs un peu à gérer. Enfin, c'est vraiment il faut adopter un angle un petit peu différent, l'angle du partenariat qui n'est pas le même de l'angle acheteur-fournisseur, je trouve, et qui sont intéressants et qui sont avec des enjeux un petit peu différents. Mais oui, tu peux avoir des négociations qui sont un peu plus touchy, mais moi j'aime bien les adopter sous l'angle justement du partenariat. Ok. C'est important pour toi, tu disais, je prends mon téléphone, je rentre en contact, d'avoir vraiment la main sur la relation fournisseur. Est-ce que pour toi, quand cette relation fournisseur, par exemple, elle est externalisée, c'est quelque chose qui est plus compliqué à gérer? Ouais, moi j'aime bien avoir une relation fournisseur. J'ai toujours pris mon téléphone, appelé les fournisseurs. Tu vois, même par exemple, quand j'ai le business qui commence à parler un peu avec des prestats, je leur demande d'avoir au moins un call d'introduction. Qui te mettent dans la boucle. Ah ouais, assez ok. rapidement pour pouvoir me présenter et ne pas arriver justement ce que les commerciaux n'aiment pas, c'est-à-dire il y a les achats qui arrivent. Qui est quand même le grand classique. C'est le grand classique. Ouais. Et moi, c'est quelque chose que j'aime pas. Donc, je demande souvent d'être intégrée avant, d'être présentée, d'être intégrée aux réunions, même si je ne sers à rien. C'est-à-dire que je vais me présenter, puis après, je vais écouter 1 heure des échanges opérationnels sur lesquels je n'ai rien à dire. Mais moi, je suis là. Et je ne suis pas la petite goutte qui arrive dans le rouage au moment où tu n'as pas envie, au moment où il va falloir qu'on signe. Ah bah non, il y a les achats qui arrivent. J'aime pas trop ça. Moi, j'aime bien avoir des échanges avec mes fournisseurs. Parfois, je les appelle moi toute seule pour me présenter, pour dire que je vais rentrer dans le projet, etc. Mais c'est vrai que j'aime bien avoir cet aspect d'échange avec mes fournisseurs qui sont plus des partenaires, comme je te disais, que des fournisseurs finalement. Et ça, c'est marrant que tu dises ça, parce que tu vois, moi, quand je me mets dans mon rôle de vendeur, je pense que dans 90% des cas, des deals business, j'ai les acheteurs qui arrivent à la fin, ce qui me dérange pas spécialement d'ailleurs. Oui, parce que tu es habitué, je pense. Ouais, exactement. Mais par contre, c'est vrai que quand je t'entends dire ça, je pense en effet que c'est juste une évidence, que ça a beaucoup plus de valeur de créer cette relation plus tôt, etc. Comment t'expliques que quand je te dis ça, c'est quoi? C'est encore une fois une question de culture. Ça, c'est un truc qui est par exemple propre au Bon Coin, ou est-ce que tu l'as vu aussi ailleurs? Mais moi, j'ai toujours été tout le temps super surpris d'avoir même parfois des acheteurs qui arrivent un peu en s'excusant. Donc, en fait, voilà, moi, j'arrive à ce moment-là, et qui ont conscience en plus du fait, tu vois, qu'ils arrivent un peu comme un cheveu sur la soupe, pile poil. Moi, je pense que ça fait peut-être un peu partie de la culture du Bon Coin. Encore une fois, de la manière dont j'ai appris à travailler avec l'équipe que j'avais, où on a toujours eu cette relation de partenariat avec nos fournisseurs, pas de bras de fer, et plutôt
Et cette éducation de nos clients internes pour être intégrés au plus rapidement dans le process, être dans les discussions et rendre la discussion un peu plus agréable. Donc, je pense que ça fait partie aussi de la culture d'entreprise et des process. Parce que tu as aussi des grosses sociétés qui ont des process très clairs que chacun suit à la lettre et où tu as peut-être un petit peu moins de flexibilité ou de latitude pour dire j'interviens à ce moment-là. Si le process dit que tu interviens à ce moment-là, tu interviens à ce moment-là. Donc ça va aussi un peu dépendre du type d'achat, du type d'entreprise, des process qui sont mis en place, des politiques achats. Voilà, donc je pense que Le Bon Coin m'a permis d'avoir ça et d'être arrivé dans un moment où on crée la fonction, donc on pouvait la créer à notre façon. Adevinta, quand la direction achat s'est créée, elle s'est un petit peu créée sur celle du Bon Coin aussi, puisque c'était celle qui était en place. Ouais. Donc en fait, on a un peu modelé les achats comme on aimait les faire, et avec un process dans lequel le rôle de l'acheteur est celui qu'on voulait jouer. Donc finalement, ça nous a aidé de ce côté-là. Mais voilà, je jette pas la pierre parce qu'encore une fois, il y a des process, les acheteurs font pas forcément ce qu'ils veulent dans les sociétés. Puis après, chacun sa méthode, finalement. Qu'est-ce que tu regardes en premier, en fait, dans une offre fournisseur qui rentre dans la préparation, je pense aussi de ta négo. Mais qu'est-ce qui est le truc que tu spots en premier? Quels sont les éléments qui sont importants pour toi? Je vais pas te mentir. En bon acheteur que je suis, la première chose que je vais regarder, c'est le prix. Je dis pas que je vais me focaliser que sur le prix, pas du tout. Mais si tu me demandes la première chose lorsque j'ouvre une offre fournisseur, c'est le prix. Je vais regarder le prix et à partir de là, je vais regarder différentes choses, les prestations. Après, il y a tout un tas de facteurs qui rentrent dans une offre fournisseur, bien au-delà du prix. Beaucoup de fois, il y a de nombreuses offres qui étaient plus élevées que d'autres qu'on a quand même pris parce que pour diverses raisons, parce que l'offre était meilleure, parce que le service était meilleur, parce que la prestation serait délivrée plus vite ou parce que on avait un contrat plus intéressant, des délais de paiement plus intéressants, des CGV plus intéressants, enfin des conditions générales de vente plus intéressantes. Mais si tu me demandes la première chose... C'est quoi, ça t'aide à te positionner, ça, en fait? C'est que le prix, ça t'aide à te positionner. Créer des positionnements et Exactement. après, en effet, tu rentres dans le détail. Tu fais ton positionnement prix. Sur beaucoup de prestations, c'est ton client interne qui va avoir le fin mot de l'histoire sur l'expertise métier, sur la qualité de l'offre. Parce que, comme je te disais, je repose beaucoup, moi, sur mes clients internes et sur les experts métiers. Donc, c'est eux qui vont avoir le regard qualité de l'offre. Moi, si tu veux, je vais arriver en disant, voilà, le classement prix, il est comme ça. Maintenant, toi, dans l'offre, dans l'offre vraiment métier, qu'est-ce que tu préfères? Et ensuite, on regarde ce qui est les conditions contractuelles, les conditions de paiement. Je sais pas si on a d'autres. Je sais pas, on a des j'ai que le mot en anglais, des RFA, des remises de fin d'année, Oui. si on a du marketing conjoint, si on a de l'investissement pub, on peut avoir plein de choses après qui se regardent. Mais voilà, on va dire que le premier classement, c'est sur le prix. Et puis après, on regarde tout un tas de facteurs avec les équipes métiers. Ok. Pour revenir un peu justement sur les métiers, comme tu en parles, en fait, il y a quand même des gens dans l'entreprise tous les jours qui dépensent de l'argent toute la journée. Tout passe pas forcément par toi, j'imagine. Est-ce que justement ils viennent te solliciter justement parfois pour des sujets, pour des conseils sur de la négo? Est-ce que toi tu penses qu'aujourd'hui c'est quelque chose qu'il faudrait, diffuser dans les entreprises, sur lequel il faudrait faire des trainings? Est-ce que c'est le cas par exemple? Est-ce que vous formez les collaborateurs à la négociation? Parce que comme tu le dis, il y a de la négo fournisseur, mais c'est le cas aussi dans... Pourquoi c'est pas les... En fait, je remarque que ça vient jamais des achats. Enfin, moi, je l'ai jamais vu, tu vois, alors que ça pourrait être. Tu me diras, ça pourrait être aussi les vendeurs au final. Mais je trouve que ce serait intéressant du point de vue des achats quand on t'entend parler. Est-ce que c'est une initiative déjà que tu as déjà menée, toi, ou... Nous, on l'a fait chez Le Bon Coin, justement. L'idée, c'était au-delà de montrer la valeur des achats, montrer ce qu'on faisait et éduquer au mieux le maximum de personnes dans la boîte pour que quand il y a des sujets qui passent pas par nous ou qui sont pas forcément des montants suffisamment... Enfin, ce qu'on avait mis en place, c'était une politique achat qui disait qu'à partir de tel montant, c'était géré par les achats. Mais donc, il y avait tout le reste qui n'était pas géré par nous. C'est pas pour autant qu'il fallait qu'il soit mal acheté, entre guillemets, ou mal négocié. Donc, on s'était dit, on va former toutes les équipes. Donc, on a commencé par le top management, puis après, on est redescendu. Et on faisait des formations négo marrantes.
Tu vois, on faisait pas une C'est quoi, c'est des formation. mises en situation? C'est des mises en situation, c'est pas une formation théorique, ce que je disais qu'on apprend à l'école. Non, c'était plutôt des mises en situation, des petits tips hyper rapides, des mises en situation marrantes, des prises d'otages, des choses qui parlent aux gens, mais qui sont, encore une fois, comme on le disait, de la négociation qui peuvent arriver tous les jours. Donc, on a fait ce travail-là de former les équipes. Maintenant, au niveau Adevinta, on le fait plus. On le faisait au niveau Bon Coin. Je pense que c'est très important de former les équipes parce qu'en fait, tout le monde peut être un bon négociateur. Et je rebondis sur ce que tu disais sur les vendeurs. Quand on a commencé à dire on peut aussi former les équipes vendeurs, enfin, les équipes commerciales nous ont dit ouh là, mais nous, on n'a rien à apprendre des achats. On est très bons négociateurs. Et je suis pas forcément d'accord parce que, et maintenant que tu le dis, je me dis que ça aurait pu être intéressant aussi qu'à l'inverse, les vendeurs nous forment à nous. Tu vois, qu'on ait cet échange. On n'a pas pensé sur le moment. Ça me fait penser maintenant que tu le dis. Je sais que nous, on avait proposé les formations aussi aux vendeurs qui nous avaient dit non, c'est bon, merci, on sait faire. Mais on aurait peut-être dû, nous, à l'inverse, leur demander qu'ils nous donnent leur technique, comment ils gèrent les acheteurs, etc. Ça aurait pu être intéressant aussi d'avoir cette version-là. Donc, je pense que c'est très important d'utiliser un peu toutes les ressources qu'il y a dans l'entreprise pour se partager des connaissances, se former. Et encore une fois, la négo, c'est tous les jours, tout le temps, partout. Donc, même si tu n'en as pas forcément besoin dans ton métier au jour le jour, ça peut toujours te servir au quotidien. On a parlé des négos bien menés. Est-ce que tu t'es pris des énormes tôles sur des négos, des trucs qui t'ont surpris, ou vraiment, tu étais dans des négos à enjeu et ça se passe pas du tout comme prévu? Donc j'imagine que ça met le stress un peu partout, au niveau de tes stakeholders, tu vois, des parties prenantes qui sont sur le dossier. Est-ce que toi, là-dedans, à un moment, tu as un rôle à gérer? Est-ce que tu penses à des situations qui te sont arrivées où vraiment tu étais là, waouh, là, on n'a pas été bon, quoi. Et c'est quoi le travail que tu fais derrière ça? On en revient en fait d'être préparé. Des négociations qui souvent se sont pas très bien passées, c'est les négociations dans lesquelles il y avait les clients internes, donc les stakeholders, les parties métiers, business dans les négociations. Et on ne s'était pas forcément préparé avant. C'est très important, quand on rentre dans une négo, de savoir qui va jouer quoi comme rôle, qui va dire quoi, les informations qu'on peut communiquer ou pas. Et parfois, quand tu n'as pas bien briefé tes parties prenantes qui viennent en négociation avec toi, ça peut être catastrophique. Moi, je me revois des fois où c'était des négociations parfois en visio, où j'étais sur Slack en disant s'il te plaît, n'en dis pas plus, pas tais-toi, mais limite, stop, parce que toi, tu sais, tu as préparé ta négo, tu sais ce que tu vas vouloir dire, tu sais les informations que tu vas vouloir communiquer. On sait tous que l'information, c'est de l'or, donc il faut la communiquer avec parcimonie parfois. Et c'est vrai que parfois les équipes métiers qui sont pas du tout, c'est normal, c'est pas leur métier, ils sont pas formés au business, ils sont pas formés à la négociation, etc. Ils rentrent en négo et en voulant bien faire, ils partagent tout un tas d'infos. Et après, toi, tu es là, tu sors les rames pour essayer de. Donc, je pense que les négociations où ça a un peu, où il y a eu un peu, qui ont échoué pour moi, c'était les négociations avec les stakeholders ou les négociations où moi, j'arrivais pas préparée. Moi, je me rappelle d'une fois, encore une fois, à Eric, on est sorti d'une négo. C'est moi qui avais géré la négo, mais il était avec moi. On est sorti, il m'a dit, tu as été nul. Je me suis dit, c'est dur quand même. Il m'a dit, non, mais tu t'es venu les mains dans les poches. Donc, oui, tu as été nul. Et il t'a retourné, le mec en face. Il dit, oui, peut-être. Et en fait, je me rappelle, on a repris la négo, tout repréparé, les objectifs. On a même déroulé un scénario. Tu remets tout à plat, en fait, quoi. On a tout remis à plat, on a déroulé un scénario. Et je suis arrivée au deuxième round de négo, comme on les appelle. C'était une autre négo. Et on a eu ce qu'on voulait, et on a bien mieux négocié. Et je me suis sentie rien à voir avec le premier round. Pour moi, pour n'importe quel négo, il faut arriver préparé, avec un niveau plus ou moins en fonction de ta pratique de la négo et de ton expérience. Mais la préparation, c'est vraiment clé. Moi, tu vois, dans ma vision de la négo en tant que vendeur, c'est la démarrer au bon moment. Tu as une notion de timing qui va être liée aussi au travail de préparation. Savoir quel objectif tu veux atteindre. Donc toi, ça pourrait être ton prix d'achat, obtenir telle chose. Et ce que tu es prêt à lâcher aussi. Je pense qu'au fur et à mesure de la discussion, tu es obligé d'avoir quand même des choses que tu vas être amené à lâcher. Est-ce que toi, quand je te dis ça, finalement, c'est la même chose de ton côté? Ce travail de préparation, il mappe un peu
ces 3 grands éléments-là, ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Bah, dans la préparation, je pense que finalement, celle du vendeur et de l'acheteur, elle est à peu près pareille. C'est-à-dire qu'on a vraiment ce truc best case scénario, Ouais. ce qui serait génial d'avoir, ce qui serait OK. Et la dernière possibilité, où là, on est ric-rac, mais on accepte. Donc, tu as forcément ces 3 enjeux à préparer. Après, tu peux préparer aussi, au-delà des enjeux prix, ce sur quoi tu es prêt à lâcher. Parce que, comme on le disait, il n'y a pas forcément que le prix. Et parfois, tu es arrivé au bout de ta négociation prix. Tu es arrivé, ton vendeur, il est ici. Toi, tu es ici. Il faut trouver d'autres possibilités. Je sais pas si tu es dans une entreprise qui a pas mal de cash et en face de toi, tu as une entreprise qui a besoin de cash. Tu peux faire des paiements upfront. Tu peux proposer des solutions de paiement beaucoup plus avantageuses. Tu peux aller négocier. Je sais pas, tu sais que tu vas avoir besoin de ce fournisseur plus longtemps. Lui, il se lance dans le business, il a besoin de sécuriser. Je sais pas, si tu prends toutes les startups qui lèvent des fonds, par exemple, tu leur proposes un contrat de 3 ans versus un contrat d'1 an ou de 2 ans. C'est pas la même chose, tu vois. Donc, tu as tout un tas d'autres enjeux que tu peux aller négocier. Nous, chez Le Bon Coin, je sais une de nos branches business, c'est de vendre de la publicité parce qu'on est une page sur laquelle on a beaucoup d'annonceurs. Ça peut faire partie de nos deals de négo. On est arrivé au bout du prix. OK, maintenant, si tu veux, on est OK pour ce prix-là. Mais par contre, tu m'as investi X milliers d'euros dans un format pub et je te mets en relation avec mes équipes commerciales et tu prends un peu de pub sur mon coin. Tu vois, il y a toujours des choses... t'as pas que le prix. Et une fois que le prix est au max, tu peux toujours aller trouver des choses qui peuvent aider et renverser un peu ta négociation aussi. Top, cool. Merci beaucoup, Milena. Franchement, c'était vraiment super intéressant et c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi. Merci à toi pour ton accueil aujourd'hui. Pour moi, c'est intéressant de partager mon retour d'expérience d'un point de vue aussi bien achat que négociation et montrer que ça peut être aussi ludique et qu'on peut s'amuser en négo et que c'est pas forcément l'image que tout le monde en a. Donc, et celle des acheteurs aussi. Et qu'on peut aussi avoir de bonnes relations entre acheteurs et vendeurs et que c'est pas forcément un bras de fer, la négociation, qu'on peut aussi avoir des négos partenaires. Et donc, c'était intéressant de pouvoir discuter de ça aujourd'hui. Merci Maxime pour ton accueil. Et puis, merci à toi Milena, c'était super cool d'échanger avec toi. Merci à tous aussi de nous avoir suivis. N'hésitez pas à contacter Milena, je pense qu'on peut inviter les gens à te contacter peut-être sur LinkedIn s'ils ont des questions, ils veulent en savoir plus sur les achats. Et nous, on se retrouve bientôt pour des nouveaux épisodes de Aux Commandes. On va inviter vraiment des gens qui sont au cœur des problématiques de dépenses des entreprises, des directeurs des achats, des acheteurs, des acheteuses, des CFO, des gens qui sont dans l'équipe finance et peut-être même des vendeurs, qui sait. On fera peut-être un épisode avec un vendeur. Donc en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour un prochain épisode de Aux Commandes.